Voyage au centre de nos têtes. Après quelques siècles de voyages internes, à moins que ce ne soit des millénaires, je débouche sur une solution à mes problèmes. Je crois avoir enfin réussi à trouver une issue. Je vérifie par acquis de conscience et, rassuré, je n'ai plus qu'à m'inquiéter de nouveau avant de constater si oui ou non la solution est la bonne. Je dors profondément sur cette angoisse. Il fait jour dehors. Dans mes rêves, je me suis encore donné le rôle d'un héros de roman. Les pages se tournent dans une histoire complètement incohérente, symbolique, parfois osée, baignée d'un brouillard dans les tons de gris. À la page 196, une petite voix referme le livre. Je la reconnais, c'est celle de ma douce, et je me lève d'un bond, chancelant, avant de me précipiter dans sa direction. Je cours, mes pas résonnent à l'intérieur du tunnel, je poursuis sans cesse ma course effrénée à travers les circonvolutions de mon esprit. J'ai la sensation que mon corps lui aussi est en mouvement, mes jambes lui impriment un rythme diabolique, et je pourrais continuer pendant des mois, battant les records les plus saugrenus, les plus invraisemblables, affolant des myriades de chronomètres, si je ne tombais nez à nez avec Lila. C'est étrange. Elle tient une sorte de boîte en métal entourée de vitres, à l'intérieur de laquelle brûle une bougie. Lila a l'air terriblement las, physiquement parlant, je veux dire, en couleur et tout. Serais-je un professionnel du rêve? Un cas d'école pour onirologue? Le visage de Lila danse doucement devant moi, au rythme de la lueur changeante de la bougie. Les yeux de ce visage me fixent avec une expression qui ressemble à de la commisération. La bouche de ce visage s'anime. Il en sort des sons qui forment une phrase. Mon pauvre Miloche. Lila me prend dans son bras libre. Nous devons former un tableau cocasse. Une fille jolie, fraîche et propre, une lampe à la main, étreignant un garçon rempli de terre, tenant pioche et torche électrique. Une de ces toiles directement issues du courant réaliste, un peu pompier peut-être, où une femme de mineur, inondée de larmes de joie, retrouve son mari miraculé, sain et sauf après un coup de grisou, tous deux baignés dans une lumière à la Georges de la Tour. « Suis-moi » dis-je d'une voix que je ne reconnais pas, en prenant Lila par la main. Elle cherche à résister, à former une phrase que j'étouffe dans l'œuf d'un index sur la bouche. Puis elle consent à m'emboîter le pas, dubitative, au sein du tunnel que j'ai creusé avec fougue. Main dans la main, nous marchons longtemps, jusqu'au bout, sans un bruit. Puis je grimpe à l'échelle improvisée avant d'ouvrir la trappe que j'ai placée en haut afin d'obturer la sortie. Une clarté aveuglante envahit le tunnel. Le soleil vient subitement réchauffer l'ambiance froide et humide de notre souterrain, comme s'il n'attendait que ça, tapis derrière la trappe. Après avoir laissé à nos pupilles le temps de s'adapter, nous nous hissons à l'extérieur. Mes calculs se sont révélés parfaitement exacts. Aimé le trouve-tout, comme je m'y attendais, m'a fourni des cartes d'une précision remarquable. Nous marchons sur le sable brûlant d'une plage paradisiaque aux airs de cartes postales. Palmiers, eau verte, sable fin. Waouh! Mais c'est superbe, Miloche! T'es vraiment complètement givré? Merci. J'ai toujours rêvé de faire la planche. Je suis déjà venu à la mer dans une autre vie, mais je n'ai jamais réussi à tenir immobile sur le dos, les oreilles dans l'eau. Je m'entraîne souvent sur mon lit, mais ce n'est pas pareil. Tu sais faire la planche? Oui, me répond Lila. J'ai même gagné des concours. Je t'apprendrai, tu verras. On commence tout de suite? Je voudrais bien, mais j'ai pas pris de maillot. Nous sommes seuls, Lila, comme Adam et Ève, sans aucun dieu pour nous épier, je te rassure. Tu crois que j'ai déplacé tous ces mètres cubes de terre pour arriver sur une plage bondée? Lila, la main en visière, exécute alors une rotation lente de 360 degrés. Quand ses yeux gorgés de lumière rencontrent à nouveau les miens, elle me sourit en penchant la tête, dans un regard que je qualifierais de craquant. Oui, craquant. Ça marche, dit-elle en faisant glisser sa robe, adoptant sans attendre la tenue d'Ève. Je reste pétrifié devant ce spectacle qui ajoute une touche de paradis. Va te laver, me dit mon ange. Tu ressembles plus à Vendredi qu'à Adam. En me dirigeant vers la mer, je songe à la comparaison. Lila a tort. De nous deux, c'est elle Vendredi. Elle qui, par son naturel,
son apparente absence d'intériorité, ses jeux vivants et sa vision instinctive de la vie, est la plus adaptée au monde. Je ne suis que Robinson, l'homme civilisé, mesuré, accumulant les connaissances pour les transmettre aux autres, sûr que sa culture va faire mouche, harnaché de son armure ridicule de savoir. Dans mon histoire à moi, mon vendredi ne se laissera pas avoir par de cupides marins blancs. Il ne sera pas promis à une fin aussi cruelle qui gâche mon roman. Il restera bel et bien dans mon histoire car je ne le mets pas sur un pied d'égalité, mais sur une marche au-dessus. Mon vendredi, qui patauge déjà dans l'onde, me crie « Tu fais quoi, Mimi ? Viens, elle est bonne !» Je me débarrasse à mon tour de mes habits terreux, en jetant un coup d'œil réflexe alentour, car la pudeur est dans mes gènes. Puis je cours la rejoindre. Lila a raison, c'est beau l'extérieur de ma maison en plein jour. Ici, je n'ai pas peur. Même la mer, chauffée par l'astre brûlant, a la délicatesse de ne pas me surprendre. Et je passe d'un élément à l'autre sans douleur, sans variation thermique. La couleur et la texture seules me préviennent du changement. L'air et l'eau se confondent. Le feu de mon amour pour Lila, qui embrase mon être couvert de terre, me procure un sentiment parfait d'appartenance à ma planète. Je suis un terrien exemplaire, digne de ma nourricière. Je rejoins Lila par quelques brasses maladroites, mélange de souvenirs d'enfance et d'atavisme. Le visage ruisselant d'eau et de bonheur, elle me regarde de ses yeux pleins de vie tandis que moi, nageant comme un chien, laissant une traînée d'eau terreuse dans mon sillage, j'ai l'impression de lui rapporter un bâton. Une branche flottant inopinément près de moi me heurte le visage. Alors je la prends dans ma gueule en essayant d'aboyer. Lila se tord de rire en me gloussant que je suis bête. Je suis doué finalement. J'arrive près d'elle, elle saisit le bâton, me l'enlève délicatement d'entre les dents, avant de le jeter. Aussitôt, je couine en courant à la suite du morceau de bois. Lila veut jouer? Mais non. Elle me retient par le bras et me regarde tellement dans les yeux que ça m'intimide. Merci mon chéri, dit-elle. Merci beaucoup. Comme je ne sais jamais quelle attitude adopter dans ces moments de gratitude, je baisse les yeux. Je crois que je souris, que je pense peut-être à des ébauches de réponses à formuler qui me paraissent impropres à résumer l'ensemble des émotions me tombant dessus. Et puis finalement, il me semble que j'abandonne car, après tout, on ne m'a pas posé de questions. Lila me coupe le silence. On fait la planche? C'est ainsi que nous rajoutons un épisode apocryphe à l'iconographie chrétienne. Ève apprenant à Adam à faire la planche. Lila reste debout, je me couche sur l'eau face au soleil. Arrête de battre des bras, rit-elle en détournant la tête pour éviter les trombes d'eau que je fais gicler alentour. Je décide de lui accorder une confiance qui reste un peu craintive malgré moi, et j'essaie de tenir sur le dos sans bouger. C'est bien ce que je pensais, c'est beaucoup plus facile sur mon lit. C'est l'air que t'as dans les poumons qui permet à ton corps de flotter. Tiens-toi bien droit, bombe le torse, fais-le fier. Et inspire à fond, allez. Mets les oreilles dans l'eau, n'aie pas peur, laisse tout ton corps au repos. La planche, c'est la décontraction avant tout. Après quelques tentatives, où je bois plusieurs tasses par le nez, saturant l'ensemble de mon système respiratoire d'eau salée, le miracle se produit, et je parviens enfin à flotter. Quand je gonfle le torse, mes cuisses, mes mollets puis mes pieds se relèvent comme par enchantement. Lila me dit quelque chose dans l'air, mais mes oreilles étant toujours dans l'eau, je suis temporairement sourd. Je souris. Elle me lâche, ôtant ses mains avec délicatesse comme on laisse aller à vélo un enfant pour la première fois, et, serein, je me repais du bleu du plafond sans fin. La tiède fraîcheur de la mer vivifie la moitié postérieure de mon torse, de mes jambes, de mes bras, pendant que le soleil m'inonde de chaleur le visage, le ventre, les cuisses, les tibias, les orteils. Je m'amuse à parcourir mentalement la limite qui sépare les deux éléments, le changement de matière et de température, tandis que mon système interne s'arrange pour réguler tout ça. Je pourrais dériver des jours entiers, à l'abri de cette pesanteur qui me hante, des bruits terrestres, des images perturbantes de la vie, si le doux visage de Lila n'apparaissait en contre-jour dans ma fenêtre de bleu et de soleil. « Bonjour, ma Lila. Je suis bien, tu sais. » Lila bouge les lèvres. Je la fais répéter, elle sourit,
puis met la tête sous l'eau pour me crier quelque chose de sourd, de très bulleux, ressemblant à Oulobou blu plus boubouglu. Un peu à regret, je retrouve ma position verticale. Mes oreilles, après cette apnée prolongée, reprennent une large inspiration, s'emplissant de tous les sons qui traînent, dont ceux-ci. Je vais me rôtir dans le sable, me cherche pas partout. C'est ma vie qui me parle. J'aime la sensation de son corps face au mien. Comme un aimant que je suis, je me coule dans le sillage de Lila sans réfléchir. J'ai eu ma dose d'évasion. Je vais garder ces images en réserve comme des pansements pour les coups durs de l'existence. Tandis que je marche vers le sable dans les traces mouvantes de ma belle, je m'attache aux détails de son anatomie qui se dégage progressivement de l'élément liquide. Sa nuque, ses épaules, ses hanches, ses fesses qui émergent au ralenti comme un miracle en mieux, puis bientôt ses cuisses et ses mollets qui vont si bien avec le reste. Je tente de me tenir droit, de mobiliser mon squelette et les muscles qui le gouvernent pour soutenir la comparaison, ne serait-ce qu'un peu. Puis dans cette posture digne, autant qu'inconfortable, je m'abandonne à nouveau au plaisir de la vue. Lila se retourne, comme titillée par le poignard insistant de mes yeux que je n'ai pas le temps de détourner. Elle sourit, malicieuse, flattée, me tendant une main accueillante. Je la rejoins en 3 larges enjambées, pleines de remous bruyants de vagues. La plage vient vers nous déroule royal son beau tapis de sable. Merci Lila pour la planche. C'est un très beau jour pour moi. C'est un très beau jour pour moi aussi, mon Mimi. T'apprends très vite. Je me suis beaucoup entraîné dans ma tête. Puis nos conversations suivent le cours du soleil, vives à leur zénith, déclinant ensuite de douce lassitude. Main dans la main, sous les palmiers, nous jouons aux cartes postales, en marchant doucement, et comme notre planète ne se lasse pas de tourner, nous décidons de rentrer quand le ciel se colore d'un violet qui a tout de l'orange. Nous nous habillons, nos peaux craquantes de sel et de soleil sous l'étoffe, allumons nos lumières, et après avoir soulevé la trappe de l'entrée du tunnel, nous retournons dans les entrailles de la terre. Le retour est sombre et humide, en totale opposition avec notre séjour sur la plage paradisiaque. Des gouttes d'eau suintent des parois noires avec des plics qui résonnent. Des petits animaux souterrains détalent. Des fourmis audacieuses balisent notre route. Le bruit de nos pas sur la terre fraîchement retournée accompagne notre marche silencieuse. Lila en tête. Nous sommes à l'écoute des bruits sourds que nous envoie le monde des vivants pour nous rappeler qu'il est toujours présent. Là-haut, au-dessus du plafond de mon immense tunnel, le monde me paraît tellement amorti que j'imagine les individus le peuplant d'un caractère affable, semblable à ces tyrans sanguinaires devenus Kakoshim, et par là presque touchant de fatigue sénile. Pour un peu, en cet instant, je serais tenté de vivre aux côtés de ces êtres effacés, évoluant au-dessus dans leurs lentes automobiles, un sourire fatigué aux yeux. Peut-être ne me remarqueraient-ils pas? C'est tout ce que je leur demande, un peu d'indifférence bienveillante. Un signe discret de leur part me signifiant qu'ils m'ont vu, mais qu'ils n'essaieront pas de me parler, ni de me jouer un sale tour, ni de dire du mal dans mon dos. Aujourd'hui, là-haut, les rapports de force ne sont qu'une conception extraterrestre. Le monde se tolère, s'aime sans se le signifier. Personne ne fait aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fît. La civilisation au-dessus demeure insignifiante, ennuyeuse et vaine comme il se doit, mais sans préjugés. Et tout ceci est en notre honneur, un hommage silencieux à Lila et Miloche. Nous continuons notre lente progression pendant un temps qui serait mesurable si l'un de nous possédait une montre, sur une distance que nous pourrions évaluer si nous étions en mesure de compter nos pas, si nous en avions l'idée. Toujours est-il que nous parvenons au bout du tunnel, dans mon jardin, à la nuit, sans avoir prononcé un mot. Ce ne fut pas un silence de gêne, pas du tout, plutôt la digestion silencieuse d'un grand moment de petit bonheur. L'air est doux, une brise légère nous décoiffe un peu. Je passe sous la douche pour me défaire des résidus de mon séjour d'effort sous la terre. Il glisse dans la bonde, mêlée au sel marin. Lila ne m'imite pas car ma grand-mère m'a toujours dit de garder le sel sur la peau. Il paraît que c'est bon pour les os. Et puis, j'ai envie de prolonger la sensation de cette journée merveilleuse.
Je souris en songeant qu'à mon tour, j'aurai des souvenirs iodés plein les papilles ce soir, en embrassant chaque pore de sa peau salée. Pour l'instant, nous pensons plutôt à nos estomacs en préparant une omelette géante. Un génocide de fœtus de poussin, me dit Lila avec des yeux qui feraient pâlir Jack l'éventreur. L'image est colorée, pas complètement appétissante, et pourtant je mange avec une voracité galopante, le ventre creusé par l'effort, le jeûne et le bain. Quand je lève la tête de mon assiette, la bouche ouverte, un peu coupable, emporté par cet accès de boulimie soudaine, je croise les yeux de ma belle, son sourire aussi. Je me retourne, mais non, c'est bel et bien moi qu'elle fixe avec une tendresse jamais prodiguée, jamais même espérée, un de ces regards qui vous terrorisent de la peur de ne jamais en rencontrer d'aussi doux, d'aussi plein, et la perspective d'un avenir moins beau me laisse assoiffé par anticipation. J'aimerais en dire plus sur ce regard, mais l'encre ou la salive me manque, les mots peut-être. Et puis, grand économe, j'en garde quelques-uns en réserve. Excuse-moi, j'avais faim. Ah, c'est ça. J'ai cru que tu tentais de battre un record. C'est fou comme le cerveau, quand il manque de carburant, a le pouvoir d'orienter son attention sur un objet unique, de faire la mise au point sur les glucides, les lipides, les protéines, laissant dans le flou ce qui lui paraît superflu. Je ne peux décemment pas faire part de mes réflexions à Lila en lui avouant qu'elle a frôlé l'accessoire pendant quelques minutes, sous peine d'une offense grave à la galanterie, du genre hubris. Lit-elle dans mes pensées, ses grands yeux inquisiteurs posés sur moi? Pour me donner une contenance, je m'essuie les coins de la bouche avec ma serviette. « La prochaine fois, c'est moi qui te fais voyager, me dit-elle. « D'accord, avec plaisir. Tu m'amèneras où ?»« Surprise, un endroit secret, connu de moi seul. Je te ferai partager ma découverte. »« Chouette, on part quand ?»« Pas ce soir. Dans l'immédiat, je te propose de partir ailleurs. » Nous voyageons alors dans des sphères qu'aucune carte ne mentionne. Dès le lendemain, Lila se met à l'œuvre. Vêtue d'un débardeur serré mettant en valeur son corps musculeux de garçonne sur lequel je me tords les yeux, jaloux que je suis du ciel, des arbres, des pierres et de tous ceux à qui elle offre ce spectacle diabolique de grâce, elle pratique quelques échauffements avant de tâter du pied le sol du jardin, déjà jonché çà et là de gros monticules de terre. Elle vérifie l'état des outils, trempe les manches en bois dans un seau d'eau, en experte, consulte la carte IGN que m'a fournie Aimé, prend sa boussole. Elle tourne sur elle-même dans un sens, puis dans l'autre, avant de s'immobiliser, concentrée, en éveil. « Le plus dur, c'est le premier coup de pioche », me confie-t-elle en s'emparant de l'outil mentionné. La jeune fille, qui semble résolument à mon goût, attaque alors la terre sans ménagement. Le pic s'enfonce au début avec peine dans la couche superficielle durcie, avant de trouver la fraîcheur aérée d'un sol plus conciliant. Au son mat de la pioche et de la pelle, un petit tas de terre caillouteuse commence à se former tandis que le corps de Lila disparaît progressivement dans le début de la galerie. Quand la totalité de ma douce échappe à ma vue, je me détourne du spectacle avec un soupir merveilleux qui fait voler les feuilles. En me dirigeant vers l'atelier, je croise les yeux d'un voisin entre deux pans de rideau. Notre manège a des spectateurs attentifs. Et après? Formes inédites. J'ai envie de tâter du marbre noir. Une forme a germé dans ma tête il y a quelques jours, depuis elle pousse. Elle occupe à présent tout l'espace, s'invitant dans mes pensées quand cela lui pique, pour les détourner vers elle. La forme ne demande qu'à éclore, et si l'on me permet de filer la métaphore, je commence à perdre les os. Je n'ai besoin d'aucune assistance dans ces cas-là. Je dois juste me prendre par la main pour expulser l'intruse. L'énergie de Lila s'avérant contagieuse, j'attrape avec fureur le beau marbre noir comme ébène. La terribilité de Michel-Ange s'empare de moi à nouveau. La maison résonne de mes coups de burin, le jardin des coups de pioche de Lila, des aboiements au loin accompagnent notre mélodie choquée. Mon visage est bientôt parsemé de tout petits points rouges qui sont autant de blessures engendrées par les éclats de marbre. Il faut dire que celui-ci est particulièrement sec, sonnant comme du métal, taillant comme du verre.
Les tessons que je dégage sous ma pointe sont aigus comme des poignards. Mes mains, mes joues, mon front se constellent d'une forêt de minuscules étoiles carminées, mais qu'importe. J'ai chaussé mes lunettes à l'épreuve des balles, mes yeux sont en sécurité. Une odeur plutôt désagréable me monte aux narines à chaque percussion. Une puanteur proche de celle de l'œuf pourri que je me force à apprécier. Pour cela, je dissèque les sensations olfactives pour n'en conserver que les plus plaisantes. Ainsi, chaque marbre aurait le parfum caractéristique de son origine, de sa couleur. Moi qui croyais à l'uniformité en toute chose, mon monde corseté s'ouvre encore un peu plus en produisant de légers craquements. Je me retourne, regardant les minéraux qui me font de l'œil, et je frissonne de plaisir à l'idée de faire voler leurs éclats dans tout l'atelier, à la recherche de la forme qu'ils contiennent, du parfum qu'ils exhalent. De mon marbre noir, en attendant, sort un relief inattendu, un modelé au contour vaguement humain, comme si le nuage habituel s'effaçait aujourd'hui devant le visage d'un des habitants de la planète. Un nez, des yeux, un semblant de bouche, des oreilles. Une forme ovoïde, certes assez confusément anthropomorphe, mais d'où se dégage une évidence bien précise. Je suis, pour la première fois de ma petite vie, engagé dans un processus de création à caractère figuratif. Sans recul sur la chose, je ne parviens pas à l'apprécier de façon définitive. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Aucun des deux? Serait-ce le visage de Lila? J'ai beau le regarder dans tous les sens, exécutant des contorsions de tête compliquées, je reste dans l'imprécision. La forme serait plus proche d'un visage à la Brancusi que d'un buste de Houdon. Toujours des comparaisons, bien sûr. Je vais chercher mon cahier pour consigner mes réflexions à ce sujet. Aux premiers âges, à quelles œuvres antérieures les artistes ont-ils bien pu comparer leurs sculptures? À coup sûr, à des formes présentes à l'état brut dans la nature, de tout type, humain, animal, végétal, minéral. Car, pour le grand déplaisir de l'artiste qui, malgré ses illustres aïeux, se croit unique, vrai, pur, seul, le spectateur n'a de cesse de comparer l'objet de son attention à du préexistant. Nous avons besoin de repères pour nous rassurer. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, les artistes novateurs rencontrent rarement le succès de leur vivant. De qui les rapprocher, tremble l'observateur. Quand le créateur meurt, il rentre dans le patrimoine, devient un contemporain des dessinateurs de Bison, des modeleurs de femmes à gros tétons, de Phidias, de Victor Hugo ou de Chopin. On peut alors, sans craindre son intrusion de chair dans nos vies, prendre le temps de digérer, puis considérer son œuvre en toute quiétude, pour décider si oui ou non elle est digne de nous, avant de la jeter dans le lieu étrange de nos mémoires, ou de la ranger dans le grand classeur de nos futures références. Je ferme mon cahier sur cette phrase d'une grandiloquence qui me plaît, pour retourner à ma sculpture, désireux de ne produire que du Miloche, afin de devenir à mon tour l'initiateur d'un style auquel les êtres humains pourront se raccrocher. « T'as vu ce marbre? On dirait un peu du Miloche », diront les mutants de la planète dans quelques millions d'années. Je pouffe tout seul sur ma mégalomanie, songeant alors que lorsqu'un homme parvient à se trouver lui-même plein d'humour, il a encore de beaux jours devant lui, s'il n'est pas difficile. Cela aussi je le consigne en vue de ma grande œuvre littéraire. Je ferai le tri. Le temps passe vite en compagnie du marbre. Quand des plaintes se font entendre au-dessous de mon sternum, je penche la tête vers un estomac implorant qui me supplie de m'occuper un peu de lui. Quand je vous parlais de l'homme libre, je tends l'oreille vers le jardin, d'où je crois toujours percevoir des coups sourds. Disons plutôt que je les devine. Avouons même que je les invente, car plus je me concentre sur ceux que je voudrais entendre, moins je suis sûr de moi. Lila doit être déjà loin. Je mets le feu sous une marmite contenant une grosse soupe de légumes express que je viens de préparer en une pincée de minutes, jetant pêle-mêle végétaux, sel, poivre et herbes, chef d'orchestre au milieu d'un nuage de senteurs, avant de sortir à la recherche de ma travailleuse de force. Dans mon dos, les dernières touches de thym volettent encore, lorsque j'entame ma descente dans la galerie où résonnent bientôt des coups très lointains. J'ai enfourché ma bicyclette aux pneus renforcés, au phare puissant, pour partir à la recherche de Lila. Nul risque de me tromper de route, il n'y en a qu'une, et la vie est facile à ce stade.